Et nous sommes en live. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, ainsi que le chat. On se retrouve ce soir à Strasbourg pour une première table ronde qui se déroule au Shadok dans le cadre du Dinoël, un marché de Noël de créateurs et créatrices sur le thème des dinosaures et de la paléontologie. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de paléo-art et de représentation du passé. Alors ma grande question, c'est comment est-ce qu'on va passer de ça, donc une sorte de tas de cailloux, à tout ça. Et parmi toutes ces représentations, est-ce qu'il y en a qui sont plus justes que d'autres? Et comment ces représentations des animaux disparus évoluent? Pour parler de ça et donc du paléo-art, qui est une discipline qui mêle art et science et qui s'attache à représenter les environnements et les animaux disparus en se renseignant sur des écrits scientifiques, nous avons 3 invités de qualité supérieure. Alors, nous sommes avec Blandine Autier. Bonsoir à tous. Paléontologue et préparatrice de fossiles. Nous sommes avec Joachim Jutti. Hello. Illustrateur et artiste et animateur 2D. Et nous sommes également avec Gaël Séguillon, qui est concept artiste. Alors, Blandine, tu es paléontologue. Oui. Tu es également préparatrice de fossiles. Oui, c'est exact. Comment un fossile trouvé sur le terrain, qui ressemble, comme on l'a vu tout à l'heure, à un tas de cailloux, devient un animal qui va être reconnaissable par tous, comme on l'a vu sur le Triceratops, qui est un animal très important dans la pop culture? Ça demande beaucoup de travail. Alors tout d'abord, un travail par les géologues, surtout, qui vont identifier les lieux où il y a plus de probabilité de trouver des fossiles. Et ensuite, du coup, soit des géologues, soit des paléontologues, soit des passionnés vont aller sur le terrain et chercher des petits morceaux qui ressemblent plus ou moins à de l'os. Alors parfois on a des doutes, on n'est pas sûr, donc en cas de doute, on lèche le petit bout de caillou et si ça colle à la langue, ça veut dire que c'est un morceau d'os, grâce à la porosité des os. Donc c'est comme ça qu'on commence par des tout petits fragments, on a un doute, on se rapproche des endroits où il y a de plus en plus de morceaux et enfin on trouve en creusant des parties beaucoup plus complètes quand on a de la chance. Et à partir de là, il y a tout un travail de préparation sur le terrain, donc avec l'excavation des restes. On utilise des machines, des outils plus ou moins précis pour dégager les os. Et ensuite, donc il y a le travail d'identification de ce qu'on a. On essaye de récupérer le plus de matériel possible, de bien le documenter. Et ensuite, ça finit dans un laboratoire où des préparateurs travaillent pour recoller les morceaux, reconstituer les parties manquantes parfois. C'est important de bien tout documenter. Et ensuite, il y a la recherche qui est faite sur les individus pour reconstituer l'apparence qu'on pense qu'ils avaient, reconstituer les squelettes entiers, les comparer aussi avec ce qu'on connaît déjà ou pas quand c'est des nouvelles espèces. Et à partir de là, il y a une base qui est là. Donc on a on a le squelette de l'animal et ensuite c'est le travail du paléo-artiste d'essayer d'imaginer ce qu'il y avait derrière et à quoi ressemblait l'animal avant qu'il soit préservé. Là, je parle des animaux, mais il y a aussi des plantes, par exemple, qui sont fossilisées, dont on ne retrouve pas tous les restes, et où là aussi, il y a de l'interprétation qui est faite. Donc, j'oublie pas les paléobotanistes. Voilà. Et aussi les micropaléontologues. Ils ont aussi des restes incomplets, parce que les parties molles des animaux ne sont pas préservées en majorité. C'est assez rare de retrouver des momies ou des choses qui ne sont pas minéralisées, en fait, sur le terrain. On a beaucoup de chance quand ça se passe. Mais quand ça manque, c'est là que les paléo-artistes nous aident beaucoup en fait, pour se faire une idée de ce à quoi les animaux pouvaient ressembler avant. Voilà. Merci beaucoup Blandine. Justement, une fois que ce travail de recherche il a été fait, donc on a tous ces articles, on a ces papiers qui arrivent devant les yeux d'artistes visuels et qui doivent représenter ces environnements et ces animaux. Donc Gaël,
Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tu es concept artiste et tu as notamment bossé sur plein de projets trop cool, comme Star Wars. Tu as aussi bossé sur des films Lego et tu es aussi passionné de paléontologie, m'a-t-on dit. Ce qui t'a amené à travailler sur une petite production qui s'appelle Préhistorique Planète. On voulait savoir quel était le souvenir le plus chouette, le plus marquant de cette aventure. En vrai, c'était l'interview que j'ai eue. Au début, ils m'ont pas trop dit sur quel projet ils voulaient que je travaille. Ils m'ont juste dit que c'était une série. Et du coup, j'ai demandé à en savoir plus. Et ils m'ont dit qu'il y avait des dinosaures et tout. Et du coup, ils m'ont invité à aller dans leurs locaux pour me montrer un petit peu les storyboards qu'ils avaient commencé à faire. Et quand ils ont commencé à me présenter le projet, comme quoi ça allait être produit par la même équipe que Planet Earth, la BBC. Et moi, c'est un documentaire c'est vraiment le genre de documentaire que j'adore regarder. Et le fait qu'ils fassent... j'adore les dinosaures aussi. Du coup, le fait de combiner les deux, pour moi, c'était vraiment génial. Et ouais, ils commençaient à me parler du fait que ce serait différent des documentaires classiques parce que ils voulaient mettre en avant en fait le côté très animal en fait des dinosaures avec des comportements beaucoup plus naturels que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, moins de combats, de choses comme ça, moins d'affrontements, mais plus des comportements vraiment animaliers. Et j'ai beaucoup aimé la démarche et ils m'ont montré les storyboards qu'ils avaient commencé à faire qui étaient très... on sentait qu'ils voulaient mettre en fait en avant le côté comme filmé en fait comme un documentaire avec des photos longues. En fait, vraiment l'état d'esprit du projet, c'était de représenter ça comme si ça avait été filmé par quelqu'un et du coup de penser en fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on devait penser nos concepts aussi derrière. Et ouais, je suis vraiment... Quand ils m'ont montré tout ça, je suis vraiment tombée amoureuse du projet. J'étais déjà embauchée dans une autre compagnie à l'époque et j'avais pas trop l'intention. Je venais voir un petit peu le projet plus par curiosité qu'autre chose. Et ouais, ils m'ont vraiment conquis. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'ils m'ont embarquée sur le projet. C'est super, c'est une super histoire. Et j'espère que vous avez tous au moins visionné Préhistorique Planète. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qu'est Préhistorique Planète pour les petits novices qui nous ont rejoints de manière forcée? En gros, c'est un documentaire sur Apple TV sur la fin du Crétacé qui met en avant, comme j'en ai parlé, un peu comme Planet Earth, mais à l'époque du Crétacé, qui met en avant des ptérosaures, des dinosaures et autres créatures préhistoriques. Et c'est vrai que c'est un documentaire qui a beaucoup marqué toute la paléosphère en fait, qui évolue aujourd'hui, parce que c'est un documentaire qui nous manquait. Et on reviendra par la suite sur ce qui manque à nos vies. Mais accueillons notre dernier invité. Donc Joachim, tu es actuellement étudiant au Gobelin à Paris. Déjà bravo. En cinéma d'animation. Et ton travail, donc on va pouvoir voir derrière, c'est pas un travail qu'on a l'habitude de voir quand on imagine le paléo art. Donc tu as un style très graphique, très coloré. Quel a été ton déclic pour te plonger dans le bain des dinosaures et de la paléontologie? Ouais, simplement, j'ai trois obsessions ou passions dans la vie. Un, c'est la paléontologie et les sciences en général. Deux, c'est l'animation, particulièrement l'animation de l'Ouest, comme les films de Disney et Pixar. Et aussi le troisième, c'est le sauna, parce que je suis finlandais et j'aime beaucoup le sauna. C'est très important pour moi. Oui, les deux passions avant du sauna, c'est paléontologie et animation. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup bonne animation stylée sur la paléontologie
au dessin des sujets paléontologiques avec un style graphique comme les dessins animés. Et donc, toute mon vie, j'attends pour un dessin animé dans ce style. Les choses plus similaires, c'est peut-être les films de Don Bluth, comme Petit Pied. Mais Petit Pied est basé dans la reconstruction vieille des dinosaures, c'est pas trop moderne. Donc, toute mon vie, j'attends pour un film moderne avec une représentation moderne des dinosaures et d'autres animaux préhistoriques, mais avec un style plus graphique. J'ai fait de recherche sur le sujet préhistorique, donc pourquoi pas non faire les choses que je sens veux voir. Désolé. Ouais. Et ouais, j'ai commencé mon Instagram du Tyrannus dans les pandémies parce que j'ai pas beaucoup. Ouais, j'ai tout le temps chez moi, donc okay. Pourquoi non commencer à dessiner des dinosaures. Ouais. Ça marche, merci beaucoup. Quand on a commencé à préparer cette table ronde, on vous a à toutes et à tous posé une question, et c'était sur quels ouvrages, quels médias vous a le plus marqué pendant votre enfance. Et vous avez tous répondu sur la Terre des dinosaures. Petit hochement de tête. Alors, peut-être que dans le public, on a aussi d'autres personnes qui connaissent ce documentaire. Personne ne connaît, on est des vieux. Voilà, c'est un documentaire qui date de 1999. Aujourd'hui, on pourrait le qualifier de vintage, et on parlera ensuite de comment est-ce que les représentations des animaux ont changé. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est surtout, Joachim, on va retourner sur toi. Pourquoi, à ton avis, sur la Terre des dinosaures, a embarqué toute une génération de futurs paléo-enthousiastes ? Ah oui, mais c'est une série incroyable. Non, simplement, c'est parce que c'est vraiment la première série, première histoire, comme on dit, piece of media sur la paléontologie qui représente les dinosaures comme animaux, pas comme monstres, pas comme créatures de fantasy ou de sci-fi, mais vraiment comme animaux. Il y a beaucoup de moments où les dinosaures, par exemple, chercher pour le lot, pour boire. Il y a des moments où les dinosaures, une mère dinosaure attend sa bébé, choses comme ça. C'est vraiment, c'est simplement l'exécution de faire une représentation des dinosaures et d'autres animaux préhistoriques comme animaux qui sont partie d'un écosystème. Et c'est simple, l'écosystème, c'est très intéressant pour tout le monde. Tu n'as besoin pas de... c'est pas nécessaire que tu aies un nerd pour aimer les sujets pour regarder les animaux. Ouais. Ok, merci beaucoup. J'aimerais aussi avoir, et ce n'était pas prévu, mais j'aimerais avoir l'avis de Gaëlle sur ce sujet. Pourquoi, à ton avis, déjà vous avez tous, sans réfléchir, donné sur la Terre des dinosaures, et pourquoi, à ton avis, ça a aussi embarqué toute une génération de futurs dessinateurs, paléontologues, paléoenthousiastes ? Je pense aussi c'est que pour l'époque, c'était le plus gros documentaire, la plus grosse production qui avait été faite, et c'était super bien fait pour l'époque, l'animation, les effets spéciaux. Je pense que c'était vraiment super réaliste, et je pense que c'est pour ça que ça a particulièrement marqué les gens. Et c'était la première fois aussi que c'était supporté par des scientifiques et où on écoutait leurs recommandations, au contraire de Jurassic Park par exemple, où il y a eu des scientifiques auxquels on a demandé leur avis et qu'on n'a pas forcément écouté. Et là, ils avaient écouté Michael Benton, qui est une pointure dans le milieu, et ça a été vraiment pris en compte aussi
Donc en fait, c'était une sorte de vrai documentaire, comme dans les documentaires animaliers, et c'est un peu du coup l'ancêtre de Préhistorique Planète. Et c'est pour ça que les gens étaient super impatients pour Préhistorique Planète, parce qu'ils se sont dit « Ah, on a enfin le retour de cette série, avec toutes les nouvelles découvertes qu'on a faites depuis les 30 dernières années. » Donc ça, c'était trop cool. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça me permet d'enchaîner sur, sur la partie 2. Voilà, une partie qui va être sur la science et l'histoire. Je vous demande de noter notre générique et nos petites virgules sonores qui ont été réalisées par Louis Thaïs, un musicien qui nous a fait un travail incroyable pour ça. Donc on le remercie encore une fois. Donc depuis la sortie de Sur la Terre des dinosaures, qui était en 99, donc même si à l'époque c'était scientifiquement très intéressant et très poussé, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et lors de mon petit travail de recherche, je me suis appliquée à vous trouver de très beaux dinosaures. C'est vrai. Et déjà, j'aimerais avoir votre avis dessus. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'ils sont un peu flippants, on va dire. La différence qu'on voit maintenant, bon là, ceux-là, c'est plus la même chose, mais les T-Rex qu'on voyait au tout début, par exemple, ils ont les dents exposées. Et depuis cette période, on a découvert qu'ils avaient probablement les lèvres qui descendaient et qui recouvraient les dents pour protéger l'intérieur de la bouche, en fait, comme sur la majorité des animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui est important à noter, c'est pas que les gens faisaient n'importe quoi à l'époque, c'est que la paléontologie, c'est une science très, très, très jeune dans l'histoire des sciences en général. C'est pas comme les mathématiques qui ont des milliers d'années, ça n'a rien à voir. La paléontologie, c'est très récent. Ça a quoi ? Je vais pas dire de bêtises, mais 250 ans, un truc dans le genre. Et en 250 ans, les choses changent vraiment, vraiment. Et on avance petit à petit avec les nouvelles technologies aussi qui nous permettent de découvrir des nouvelles choses on en parlera plus tard, mais sur la pigmentation, sur la préservation des parties molles, tout ça. Et en fait, c'est des informations qu'à l'époque, quand ils ont fait ces séries-là, ils les avaient pas. Donc ils partaient sur la base des squelettes qu'ils avaient, ils rajoutaient un petit peu de viande dessus, un petit peu de peau, et puis voilà, c'était déjà super. Et il y avait aussi les challenges techniques de la 3D, tout ça, des effets spéciaux, des effets pratiques. On a des animatroniques sur cette série, non ? Ouais. Ouais. Un petit peu, mais ça les limitait, quoi. Donc c'était des grands artistes. Il y avait... Bon, il y a eu, je donne un exemple là, comme ça, j'ai pas d'illustration pour ça, mais il y avait Cercas, qui était un Américain qui était paléontologue et qui faisait aussi des modèles. Et lui, par exemple, il a été l'un des premiers à représenter ces dinosaures avec des sortes de plumes sur ces modèles directement. Donc lui, par exemple, il a aidé à faire certains des animatroniques pour Jurassic Park. Et on l'a pas écouté quand il a dit je trouve que lui il serait bien avec des plumes. On lui a dit mais non, mais t'es fou. Et en fait un petit peu plus tard on s'est rendu compte qu'il avait raison. Et donc ouais, c'est des choses où on représente les choses au moment où on les découvre, et ensuite au fil des découvertes et des recherches c'est voué à évoluer. Et donc maintenant quand on regarde des choses d'il y a 20 ans, on se dit déjà oh là là quelle horreur, alors qu'à l'époque c'était déjà incroyable niveau prouesse technique, artiste, enfin dans l'art et aussi dans la recherche. Donc il faut toujours prendre avec un grain de sel les nouvelles découvertes en fait, parce que dans l'espace des 5 prochaines années, des 10 prochaines années, des 50 prochaines années, ça pourrait complètement être transformé et réinterprété d'une autre façon en fait. Donc tout n'est pas vrai au moment où c'est dit. Il y a du vrai, je dis pas qu'ils inventent les choses, mais il faut toujours se dire le concept qu'on a là, c'est pas statique, c'est pas une vérité qui restera pour les 100 prochaines années. Donc voilà. Eh bien, Blandine, c'est formidable parce que ça me permet de rebondir sur une autre question que j'avais, qui est sur le paléo-art. Le paléo-art doit-il être une représentation juste ? Est-ce pour vous un problème en tant qu'artiste, donc Gaël et Joachim, que votre paléo-art devienne, entre guillemets, faux à un moment ou vraiment daté ? Quand on est un artiste, on a besoin de explorer et prendre du risque
avec les graphismes. Dans l'école, les profs simples de l'école des arts, les profs simples disent, je vais dire en anglais, learn the rules to break them. Apprends une règle pour mieux la casser. Oui, exactement. Il faut savoir construire avant de déconstruire. Oui, exactement. Tu as besoin fait de recherche première et lire sur les sujets, comprendre tous les sujets et après ça, tu peux faire des décisions stylistiques. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux exagérer pour conter une bonne histoire? Pour faire une bonne pièce d'art, basiquement. Okay. Gaëlle, on se demandait, dans ton travail, notamment sur Préhistorie Planet et des productions comme celle-ci, quelle est la place de ta liberté artistique, ton travail à toi, ce que tu as envie de transmettre? Parce que vous avez aussi des données les mêmes que les autres. Qu'est-ce que vous allez devoir prendre des décisions qui vont être artistiques, graphiques, ou alors juste il n'y a pas de données sur des informations? Comment est-ce que vous faites en tant qu'artiste pour ça? Alors, du coup, sur Préhistorique Planet particulièrement, donc on travaille avec des scientifiques qui nous briefaient très précisément sur l'anatomie, même des fois la pigmentation ou l'environnement aussi, dans lequel se passaient les scènes. Et vraiment, la liberté artistique, elle intervenait surtout au niveau de la mise en scène, de comment, c'est vraiment nous qui choisissions en fait le type de lumière, comment on allait représenter, par quel type de caméra, quel angle on serait le plus adapté en fait pour représenter telle ou telle scène. Et sur certaines créatures, ils avaient une idée assez précise du pattern de couleurs qu'ils voulaient donner aux créatures, mais sur d'autres, on était un peu plus libre en fait de choisir, et du coup, ce côté-là était aussi assez créatif d'essayer d'imaginer quelle couleur ces dinosaures ou créatures pouvaient avoir, et voilà. À vous écouter, on pourrait penser que le paléo-art, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas fixe. Et donc comment il évolue? Est-ce qu'on peut parler d'une histoire du paléo-art? Et Blandine, il me semble que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus sur l'évolution de la représentation d'une espèce que tu as choisie. Oui, alors j'ai choisi le psittacosaure. C'est un dinosaure pas très très connu, mais c'est mon préféré parce que c'est pas ça du tout. C'est celui qui ressemble à un petit perroquet. Oui, voilà. Donc on démarre avec cette image dans les années 80. Donc en fait, on a retrouvé beaucoup de squelettes de ce dinosaure en Chine surtout, mais aussi en Mongolie, en Russie. Et donc il est assez marrant, il est petit, il est pas plus grand que le chien. Et il a un petit bec, donc c'est de là qu'il tient son nom psittacosaure, c'est inspiré du nom des petits perroquets. Et donc au départ, on trouve juste le squelette de cet animal. Et un peu plus tard, donc de base, il y a les représentations paléo-artistiques, donc comme juste avant, donc un animal tout nu, tout vert. Et là, il y a cette momie donc qui provient de Chine. Qui a passé une partie de son histoire sur le marché noir, qui a été sorti illégalement, ça c'est important de le dire, qui est actuellement à Francfort, et la Chine aimerait bien le récupérer. En gros, ça a été acheté par le musée de Francfort, et des recherches ont été faites sur cet individu exceptionnel qui est momifié. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est déjà la couleur. La couleur qu'on voit, donc le fond, c'est les sédiments donc, qui sont un peu mélangés avec des cendres, c'est pour ça que c'est un peu gris. Mais les couleurs que vous voyez derrière le squelette, c'est la peau qui a été préservée, qui a été fossilisée. Donc ça, c'est une découverte incroyable, parce que trouver de la peau sur des animaux éteints, c'est pas très courant, parce qu'en général, cette partie-là se décompose très vite. Et on peut voir aussi sur la queue, au bout, des sortes de filaments
Et en fait, ça, c'était des sortes de petites épines qui étaient sur la queue du dinosaure. Donc, en fait, on a le squelette de base, on fait une représentation d'un animal tout nu, on ne sait pas trop comment le représenter. Ensuite, on trouve cette momie-là. Et avec les nouvelles technologies, on a pu étudier les pigments, qui sont en réalité des fossiles de mélanosomes. Donc, c'est des cellules qui donnent la couleur à la peau. Et donc, on a pu voir que le ventre de l'animal était de couleur beige, alors que son dos était plus marron-noir. Et en fait, ça donne aussi des informations sur son environnement de vie, pour dire qu'il vivait dans un environnement couvert et que ça lui donnait un bon camouflage. Et donc là, on voit un peu mieux la préservation des filaments. Et donc ça, c'est des images, par exemple, il y a 100 ans, on aurait vu juste les petits traits. Un préparateur qui n'aurait pas bien fait son travail se serait dit « Ah, c'est des morceaux de plantes », et puis il les aurait grattés. C'est là aussi l'importance d'un bon travail de préparateur, qui pourrait avoir l'œil aiguisé et reconnaître des patterns d'écailles, comme on voit en dessous de la queue. Donc on voit aussi les impressions de la peau. Et du coup, ces découvertes-là, ça nous permet de se faire une image très, très, très précise de cet animal. Mais les momies d'animaux éteints, c'est extrêmement rare. Donc, Et donc, voilà la nouvelle image qu'on se fait de l'animal. Beaucoup, beaucoup plus mignon. Ça, c'est clair. Et donc, on a une idée complète de sa coloration, de sa tête jusqu'à sa queue, avec les filaments sur sa queue, donc, qui ont, pareil, donné des idées sur les lignées évolutives des dinosaures, où, à un moment donné, on s'est dit, du coup, tous ses cousins-cousines, on va lui mettre des petits poils sur la queue aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça évolue avec les nouvelles découvertes et des fossiles exceptionnels, surtout. On aura l'occasion de reparler de trend dans le paléo-art. Mais en tout cas, tout ça, ça nous permet de dire que en fait, le paléo-art, c'est une science qui est en mouvement. C'est la représentation du passé, mais selon les dernières découvertes, selon ce qui a été prouvé, selon ce qu'on va pouvoir mettre en lumière. Voilà, c'est quelque chose qui change. Et en tant que paléo-artiste, on doit accepter le fait qu'à un moment, notre travail sera dépassé et que peut-être des gens s'en moqueront. Et je dois dire aussi, et ça c'est important, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais que souvent les paléo-artistes eux-mêmes inspirent des concepts de recherche pour les paléontologues. Que souvent c'est les paléo-artistes qui ont eu des idées, comme je disais tout à l'heure, les dinosaures avaient peut-être des plumes. C'est des paléo-artistes et des paléontologues qui faisaient aussi de l'art, qui avaient l'idée en premier, avant que la science le prouve. Donc des fois un paléo-artiste va dire moi je pense que cet animal il avait telle couleur parce qu'il ressemble à tel autre animal, ou c'est leur inspiration, parce que eux font beaucoup de recherches sur les animaux actuels, ce que les chercheurs ne font pas souvent. Et donc souvent, les paléo-artistes sont très très complémentaires là-dedans, parce qu'ils vont faire des nouvelles découvertes sans s'en rendre compte, qui seront prouvées par la suite. Donc c'est très très important pour notre domaine. Mais encore une fois, Blandine, tu tombes à point nommé pour la prochaine question. Et nous allons passer à la partie 3, qui s'intitule « Art et création ». Je tiens également à dire que la création visuelle a été assurée par Sybille, qui sera au Dinoël, et bravo à elle, parce que tout comme le sound design, c'est vraiment très très stylé. Donc on va plutôt parler maintenant d'art et création, mais comme on l'a souligné, le paléo-art est forcément lié à la science. Mais une question me taraude et une question me brûle les lèvres. Doit-on être scientifique pour faire du paléo-art ? Moi, je peux répondre pour moi. En tout cas, non, parce que je ne suis pas du tout scientifique. Je suis vraiment 100% artiste. Ça ne m'empêche pas de m'inspirer de sources scientifiques pour réaliser mes paléo-art. Mais je dirais que ma principale source d'inspiration, ce sont vraiment les animaux actuels, les comportements d'animaux actuels et les... voilà. Merci beaucoup, Gaëlle. Et inversement, doit-on avoir fait des études artistiques pour faire du paléo-art ? Blandine, qu'en penses-tu ? Doit-on avoir fait des études artistiques pour dessiner, déjà ? Alors, je ne suis pas... Alors, dans la préparation, il y a une partie artistique. Quand on fait des reconstructions, on fait un peu de peinture, tout ça, de sculpture. Mais je ne me considère pas artiste, personnellement. Je pense que... Et artiste, toute personne qui prend des médias, qui l'aime bien et qui crée des choses avec ses mains. Et j'apprécie toute forme d'art en général. N'étant pas artiste moi-même, j'apprécie beaucoup ce que les autres créent. Et donc, pour les questions de paléo-art, je pense que l'art doit être accessible à tous.
Donc, qui veut prendre un crayon et en faire quelque chose, pour moi, est un artiste. Et pour le paléo art, pour la question posée précédemment, je pense que quelqu'un qui représente des formes du passé, des formes de paléontologie, fait du paléo art. La seule différence dans la façon dont on considère la chose, c'est est-ce que cette personne se prétend être illustrateur scientifique, qui a un travail à part entière, où là on est payé pour représenter au mieux les animaux. Ce serait comme si on représentait des oiseaux actuels. Il faut vraiment les représenter scientifiquement avec les dernières découvertes, tout ça. Ou est-ce qu'on dit, moi je fais de l'art parce que ça me plaît, et à ce moment-là, pour moi, toute forme d'art est appréciable, en fait, que ce soit un film, que ce soit une sculpture, que ce soit un dessin, que ce soit... Enfin, peu importe. Donc je pense que... oui, évidemment que les artistes qui en font leur métier, c'est bien d'avoir une formation comme pour les scientifiques, mais il y a aussi des amateurs en recherche qui ont fait beaucoup plus de contributions que des gens qui avaient des diplômes. Donc voilà, je pense qu'avec un peu de bonne volonté, de la créativité et de l'intelligence, les deux peuvent se faire. Voilà. J'aime beaucoup cette réflexion parce que je ne considère pas non plus qu'on ait besoin d'avoir fait des études artistiques pour être artiste. Alors ça nous permet juste d'aller un petit peu plus vite sur les fichiers InDesign et puis les modes colorimétriques. Mais non, en fait, est artiste, comme tu le dis, des personnes qui créent, qui s'inscrivent dans un champ artistique. Joachim, doit-on absolument se cadrer sur ce que dit la science, en paléo-art tout du moins? Es-tu OK avec le fait de prendre des libertés? Oui. Comme je dis avant, c'est important de prendre de risques avec tous les éléments graphiques dans les arts. Et j'aime beaucoup que tu as dit, Gaël, avant, que quand tu fais des reconstructions, par exemple pour Prehistoric Planet, il y a beaucoup de choses sur les animaux préhistoriques, par exemple les couleurs des animaux, les textures de les piels des animaux que nous ne connaissons pas. Et c'est juste cette area où il n'y a pas de suffisante recherche et suffisante d'informations, où tu peux explorer comme un artiste et prendre des libertés. Et c'est important, si tu es un artiste, tu prends des libertés parce que c'est la liberté qui après donner la vie à les sujets de l'art. Et surtout que dans paléo-art, il y a surtout art. Et je pense que tout paléo-artiste, c'est important que tout paléo-artiste prenne la liberté de s'exprimer à travers son style et de prendre ses propres décisions artistiques. Oui, c'est ça. Le paléo-art est très riche. On l'a vu au niveau des styles. Donc, entre vos deux styles, à vous, Joachim, très graphique, très minimaliste, avec des couleurs très éclatantes. Et puis, toi, Gaël, peut-être plus réaliste, avec un travail d'ambiance très poussé. On a vraiment des choses très différentes. Et on va pouvoir parler de comment est-ce qu'on travaille le paléo-art. Donc, on a plusieurs méthodes pour travailler le paléo-art. La méthode numéro 1 consiste à se baser sur du paléo-art. Donc, on regarde ce que font les autres paléo-artistes. Donc, on a souvent des grands noms en tête. Remets le Triceratops. Remets le Triceratops. Celui d'avant. Merci. Donc voilà, on peut se baser sur du paléo-art déjà fait par des artistes. Donc pour ça, on a souvent des listes d'artistes qu'on admire, qu'on sait qui travaillent vraiment de manière poussée dans leur recherche. Donc c'est souvent la porte d'entrée aux dessinateurs et dessinatrices qui vont faire du paléo-art. La seconde méthode va être de se baser sur des squelettes. Donc on a plusieurs squelettes pour chaque animal et on va pouvoir se baser là-dessus, et on en a encore un autre. Moi j'ai mis le Triceratops parce que c'est mon préféré.
Et enfin, on va avoir une troisième méthode qui va être de se baser sur des articles scientifiques. Cette méthode va plus s'adresser à des personnes qui, pour le coup, ont fait des études scientifiques. Parce que c'est pas simple à lire. Donc moi, j'ai pas de Triceratops, donc j'ai mis Luternus, dont on parlera plus tard. Ouais. Ce n'est pas un Triceratops. Comment ça Donc voilà, ça, ce sont les trois méthodes. Et puis, je suis assez curieuse. Vous, quelles sont vos méthodes pour dessiner ? Qu'est-ce que vous utilisez ? Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais comment est-ce que vous dessinez vos paléo-art en vous basant sur d'autres paléo-art, sur des squelettes ou sur des articles scientifiques ? Moi, plutôt les squelettes, un mélange de squelettes et d'inspiration d'animaux réels, un mix un peu entre les deux. J'utilise beaucoup d'images pour chercher inspiration. Je regarde beaucoup films et séries dessins animés pour l'inspiration graphique. Et en même temps, je fais juste parce que j'aime, je fais du research sur tous les sujets de paléontologie. Depuis l'enfance, j'ai lu tous les livres sur les dinosaures et les autres animaux préhistoriques. Et aussi, je lis les bandes dessinées d'Astérix et je regarde tous les films de Disney. Donc, vraiment, c'est les deux qui c'est l'inspiration pour mon art. Quelles sont vos sources de représentation pour le paléo-art ? Ça va être plutôt sur des sites ? Est-ce que ça va être des livres ou plus sur des musées ? Quand vous cherchez vos exemples voilà, sur des squelettes, est-ce que c'est le fait d'aller en musée, de faire des croquis, ou bien d'utiliser des livres, ou est-ce que vous utilisez plus voilà, des images qu'on va avoir sur le web ou le travail d'autres personnes ? Pour ma part, plutôt pas mal sur Internet. Et un petit peu, je vais fouiller dans les livres que j'ai, les encyclopédies. Maintenant, oui, j'utilise beaucoup l'Internet, spécialement parce que chaque jour, il y a de nouvelles nouvelles sur la paléontologie. Chaque semaine, il y a un nouveau discovery d'un nouveau animal. Et il y a une nouvelle description. Donc, ça, c'est important pour moi pour l'inspiration. Mais aussi, j'aime aller à les musées pour faire des croquis. Et toujours dans l'école, j'ai besoin de dessiner en papier, en écran. Mais c'est une combinaison de tout. Et petite question additionnelle, parce que donc si on se renseigne beaucoup sur Internet aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir donner à notre public des sources d'informations fiables ? Moi, je pense qu'il y a encore quelques années sur Twitter, avant que ce soit X, on avait pas mal de paléontologues, pas mal de scientifiques qui faisaient de la vulgarisation. Et moi, j'ai découvert énormément de paléo-artistes via ce réseau-là. Et aujourd'hui, moi, Instagram m'aide beaucoup aussi à découvrir de nouveaux artistes et Discord. Est-ce que vous avez des moyens comme ça de découvrir, de suivre les dernières découvertes, justement ? Instagram aussi, ouais. Pour moi, j'ai commencé un compte Instagram. De base, j'étais addict au doom scrolling, un peu comme tout le monde, je pense. Et je m'étais dit, ce serait quand même bien d'utiliser tout ce temps perdu juste en suivant du contenu de paléontologie, parce que tous les autres étaient toujours aux dernières nouvelles des dernières découvertes. Et à table, ça paraît intéressant comme ça, une soirée, mais des soirées entre paléontologues, c'est tous les soirs qui est le plus à jour sur la dernière découverte, avec des noms d'espèces impossibles à se souvenir. Et je me sentais bête, en fait, à table. Et du coup, j'ai commencé à suivre justement donc sur Instagram des chercheurs, des paléo-artistes et des amateurs aussi qui s'amusent souvent à faire des compilations des données qu'ils ont trouvées. Et ils font des petits posts de synthèse, tout ça, c'est super intéressant. Il y a aussi ce truc qui s'appelle... donc c'est un hashtag, Fossil Friday. Et donc c'est tous les vendredis, une grande partie de la communauté paléontologique
décident de faire un post par rapport à un fossile ou à un animal éteint qu'ils aiment bien, un truc qu'ils ont vu dans un musée ou quoi, et ils font de la communication, de la vulgarisation scientifique là-dessus. Donc ça, c'était pas mal, et je me suis mise personnellement à faire cet exercice pour me motiver chaque semaine. Donc j'allais dans les musées, je prenais en photo les fossiles qui m'intéressaient, et puis ensuite je me disais la semaine prochaine je vais parler de tel fossile, et du coup je recherchais toute la littérature scientifique sur cet objet, et je me disais quel est le truc cool que les gens aimeraient bien savoir par rapport à ce fossile-là. Est-ce qu'il y a une histoire intéressante derrière? Est-ce qu'il y a un truc complètement nouveau qu'on a découvert avec? Et du coup, moi, en tant que scientifique, c'était de faire tout ce décodage, déjà de faire l'effort pour moi d'apprendre ces nouvelles connaissances, et puis ensuite d'apprendre à les retransmettre au public en me disant je vais faire une synthèse intéressante pour qu'ils apprennent 2-3 trucs cool. Et donc c'est comme ça que je m'y suis mise à le faire régulièrement et que j'ai appris à connaître d'autres personnes qui le faisaient aussi. Donc ça ouais, Instagram, c'est une très bonne base de données par rapport à ça. C'est aussi très facile de contacter directement les gens qui travaillent dans le milieu parce qu'ils sont très contents de parler de leur centre d'intérêt. Parce que sinon, le reste, c'est très, très, très opaque, en fait. On se dit, oui, National Geographic, Le Monde, les grands journaux, en fait, qu'on connaît, c'est eux qui ont quand même la main mise sur les dernières découvertes les plus incroyables. C'est eux qui font la communication au grand public. Mais parfois, les journalistes n'ont pas la formation scientifique qui leur permet de retransmettre l'idée correctement. Je ne les critique pas forcément. Je ne vais pas dire qu'ils font un mauvais travail, mais des fois, la communication n'est pas très, très bonne. Et donc, des fois, les informations partagées par les grands médias sont erronées. Et ensuite, il nous faut 20 ans pour déconstruire ces mauvaises informations, malheureusement. Mais le problème, la faute retombe sur le milieu scientifique, qui reste très opaque, qui reste dans un entre-soi, où on parle avec un langage très compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, parfois, je ne comprends rien à ce qu'on me raconte. Et en fait, il manque une interaction directe entre les scientifiques et le public. Et c'est là que les paléoartistes sont très intéressants et très utiles dans notre science, parce que c'est eux qui font le lien entre les chercheurs et le public. Et donc, c'est aussi chez les paléoartistes qu'il est bien de se renseigner, parce qu'eux, ils sont allés chercher les articles scientifiques, ils sont allés discuter avec les chercheurs, et ils ont retransmis ça dans leur médium préféré. Et donc, les paléoartistes sont souvent les gens qui aident le plus à comprendre et à apprendre des choses sur la paléo, en fait. Voilà. Moi, je voudrais rajouter YouTube aussi. Il y a des chaînes comme Entracte Science qui parlent comme ça des dernières découvertes dans le monde de la paléontologie, pour ceux qui sont allergiques aux réseaux sociaux. Ouais. Et ensuite, quelques livres aussi, donc les livres de base. Alors, les livres, ça a été on en parlera après. Joachim, est-ce que tu as un média favori pour suivre les dernières découvertes, autre qu'Insta et les basiques, Insta, YouTube, Twitter. J'aime beaucoup Wikipédia. Ça, c'est une bonne source pour information. Oui, évidemment. Non, Wikipédia. Oui, c'est aussi important de sortir, de déposer l'écran pour 1 minute, et sortir à la nature et regarder les animaux en vivant, parce que il y a sempre des opportunités d'inspiration dans la nature. Ouais, basiquement, ouais. Alors, malgré tout, les artistes peuvent être influencés par des effets de mode en paléo-art. Alors, Blandine, tu vas nous parler de ces trends qu'on subit en tant que paléo-artiste qui voyons quelqu'un faire un truc et on est là, mais c'est génial, on y va. Ouais, c'est ça, c'est l'idée d'artistes qui inspirent d'autres artistes. Enfin, d'une découverte qui va inspirer un artiste qui va inspirer d'autres artistes. Et donc, c'est le cas du Eutyrannus. Donc, c'est un ancêtre assez lointain. Tu peux retourner un peu avant? Oui, voilà, tu peux montrer avec le crâne, par exemple, juste après. Là, voilà. Donc de base, on s'imaginait le T-Rex
avec une peau écailleuse assez épaisse. Et donc, c'est la représentation qu'il y a eu depuis la découverte du T-Rex jusqu'à dans les années assez tard dans les années 2000. Et en 2012, il y a une découverte incroyable qui est faite en Chine avec le Eutyrannus, donc un ancêtre un peu lointain. Il y a quand même pas mal de millions d'années entre lui et le T-Rex. Donc c'est dans l'arbre qu'il y a au début. Si tu retournes avant, ouais. Voilà. Donc il y a le Eutyrannus qui est là au début, enfin dans le Crétacé inférieur, donc 125 millions d'années à peu près. Et on a le T-Rex beaucoup plus loin, donc 80 millions d'années plus tard, en gros. Et donc, le Eutyrannus, il a été découvert sous forme un peu de momie, comme le psittacosaure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et lui, il a été trouvé, tu peux repasser après, avec... Encore après. Voilà. Avec des filaments préservés qui, en fait, eux, étaient des protoplumes. Donc, c'est le début de l'histoire du développement des plumes. Ça faisait un peu comme... Ça ressemblait un peu à des poils dans la structure. Et donc là, découverte incroyable. Tout le monde se dit, oh là 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 là, l'arrière-grand-père du T-Rex avait des poils, enfin des plumes. On va représenter tous les T-Rex avec des plumes. Donc à partir de 2012, il y a eu cette tendance de représenter le T-Rex, notamment, avec des plumes de partout. Stéphane, après les séries d'animation, on a des exemples de paléo-art, mais il faut passer tout ça. On reviendra. Oui, voilà. Enfin, ouais, celui qui était tout blanc. Ouais, voilà. Donc ça, c'était comme on le voyait dans les années 80, tout ça, jusqu'à 2012 à peu près. Enfin, celui-là, c'est encore plus ancien quand même. 1960, un truc dans le genre. Voilà. Donc ça, c'était au début, c'était l'image qu'on s'en faisait. Ensuite, on voit le Eutyrannus. Et donc, on représente le T-Rex avec des plumes. Tout le monde le représente comme ça. T-Rex tout blanc. Ah oui, le T-Rex était en fait une grosse poule, tout ça. Incroyable. Donc, de 2012 jusqu'à 2017. Et en fait, en 2017, il y a toute une recherche qui est faite dans les collections des musées d'histoire naturelle aux États-Unis, où on passe en revue le groupe des tyrannosaurides et on va regarder tous les fossiles d'empreintes d'écailles, en fait, sur des endroits qui sont au niveau... sur différentes parties du corps, en fait. Et là, on trouve surtout des empreintes d'écailles très, très, très épaisses qui ne vont pas dans la logique d'une peau qui permettrait d'avoir des débuts de protoplumes, des fins filaments, en fait. Et donc là, ensuite, à la suite de cette étude synthétique en 2017, les chercheurs disent ben non, en fait, vous avez représenté le T-Rex avec des plumes, mais en fait, il n'en avait aucune. C'était pas... Peut-être qu'il y en avait sur le dos, parce que c'est la seule partie du corps où il n'y a pas eu de préservation de peau qui a été retrouvée jusqu'à maintenant. Mais en fait, sur le reste du corps, il n'en avait pas. Donc à partir de là, le T-Rex a à nouveau perdu ses plumes. Et depuis, on représente le T-Rex comme on le faisait avant, avec des grosses écailles, mais plus de plumes en fait. Donc voilà. Les plumes ont certainement été perdues dans les millions d'années entre le Eutyrannus et le tyrannosaure. Jessol veut dire que le Eutyrannus, c'est le meilleur dinosaure du monde. C'est pas seul parce que je m'appelle Joachim Yuti, mais c'est aussi un bon dinosaure aussi. On fait tous de la propagande. J'aime les Triceratops aussi. Ouais, non, mais j'ai fait de la propagande pour le psittacosaure. Toi, tu fais le Eutyrannus, elle fait pour le Triceratops. Ouais. C'est quoi ton dinosaure préféré ? J'en ai pas spécifiquement, mais les droméosaures, ils sont trop cool en cool. général. Tout ce qui va être raptor. Oui, c'est vrai que ça correspond bien à tout ce qu'on voit dans ta production artistique. Merci beaucoup, Blandine, pour cette très belle présentation. On va passer à la partie 3. Donc, je vous laisse encore une fois apprécier notre petite virgule. Donc le paléo-art,
partent à divers buts qui sont tout aussi intéressants et importants. Donc ça va de la préparation de fossiles à des productions animées, en passant par des illustrations pour des magazines, des documentaires pour enfants et de grosses productions télévision. On a une petite question qu'on aimerait vous poser qui est: quel sujet vous aimeriez voir plus représenté dans les médias ? Les derniers week-ends, j'ai vu les nouveaux films de Zootopie 2. J'ai vraiment vu regarder un film avec imagine une ville de dinosaures avec une civilisation comme moderne, comme dans Zootopie. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités créatives avec un sujet comme ça. Moi, j'aimerais beaucoup voir des dinosaures et autres créatures préhistoriques représentées de manière plus scientifiquement correcte, de manière générale, dans les médias. Autant au niveau des comportements que physiquement. Oui, je n'en peux plus de voir des T-Rex mal dessinés dans les livres pour enfants. C'est mon combat. Et les ankylosaures. Ouais. Et pour moi, ce serait des animaux dont on parle moins, de toutes les périodes qui étaient avant les dinosaures. Je pense qu'on n'en parle pas assez, des origines de notre monde actuel tel qu'on le connaît. Il y a eu des documentaires qui parlaient de ça, mais ça a eu beaucoup moins d'attention, en fait, alors que ça parle de choses cruciales. Il y a eu beaucoup plus d'extinctions avant la fameuse extinction des dinosaures. Il y a eu plus d'événements de diversification des faunes, de changements climatiques. En fait, c'est des choses pour lesquelles on pourrait expliquer la nature dans son ensemble plus facilement auprès des jeunes, surtout. Si on trouvait des moyens intéressants de capter l'attention des gens en représentant des animaux éteints un peu moins connus, quoi. Surtout, par exemple, je pense à la faune du Cambrien. Il y a eu il y a quand même eu des documentaires qui en ont parlé, mais c'est des animaux vraiment drôles, cryptiques, on les comprend pas très bien, on a des suppositions dessus, mais oui, c'est pas des gros animaux, c'est pas des choses qui ressemblent à des choses qu'on connaît maintenant. C'est un peu moins aimé, et j'aimerais bien qu'on les voit beaucoup plus, voilà, pour sensibiliser les gens. Parce que souvent, on nous dit ah, waouh, tu fais des dinosaures, mais du coup, c'est toi qui fais des découvertes sur le changement climatique et tout. Et en fait, non, les dinosaures, c'est la porte d'entrée sur la paléontologie, sur l'évolution des environnements, sur les évolutions des chaînes trophiques. Mais c'est pas ça qui nous raconte l'histoire de la Terre, en fait. Et c'est sur ces parties-là que je pense que ce serait bien d'en savoir plus. Et donc de capter l'attention des gens là-dessus, quoi. Peut-être en faisant des dessins animés, je sais pas, moi, un dessin animé avec des animaux du Cambrien, ça pourrait être fou aussi. Ouais. Aussi, je suis finlandais, mais aussi je suis moitié mexicain. Vraiment, j'aimerais de regarder un documentaire ou une série de documentaires sur les préhistoires du Mexique, et spécialement l'âge de glace. Parce qu'il y a beaucoup le monde ne sait pas, mais il y a beaucoup de fossiles de mammouths trouvés juste à côté du Mexico, les villes. C'est impressionnant. Beaucoup de mammouths et des tigres dans le sable et tout ça. Et parce que le Mexique est entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, l'écosystème en Mexique, dans l'âge de glace, c'est un mélange de l'écosystème du nord et le sud. Donc, il y a des mammouths du nord avec du paresseux du sud. Et ici aussi, il y a les premiers humains, les ancêtres, les natifs américains qui sont arrivés aussi au Mexique dans le même temps. Donc, il y a un mélange des humains, les animaux du nord et les animaux du sud. C'est vraiment impressionnant. On a parlé de production animée et Stéphane, je suis désolée parce que je vais devoir te faire revenir en arrière. Dans les images de référence, on avait entre les... Voilà le T-Rex poule. Voilà. On a eu 5 ans de T-Rex comme ça. Ah ouais, alors ça c'est moi qui l'avais mise parce que moi j'ai pas fait d'études scientifiques, mais par contre je traîne énormément sur internet
Et il y a cette trend d'un moment qui était, voilà, pourquoi est-ce qu'on, quand on dessine des dinosaures ou des animaux préhistoriques, on les représente tout décharnés, alors que quand on a un squelette d'un oiseau, bah, il est dodu. Et il y a eu tout un moment de dino dodu. C'est mon era préférée, j'adore les dinos dodus. Et voilà, je trouve que ça représente pas mal. Donc évidemment, on représente pas un T-Rex comme ça, mais je sais pas, il est trop mignon. En fait, Stéphane, je voulais que tu montres le screen d'une série. Donc là, ouais, on avait eu un T-Rex actuel. Voilà, c'est ça. Donc, je vous avais demandé aussi quels étaient vos médias animés ou médias qui étaient intéressants. Et je crois que c'est toi, Joachim, qui nous a parlé de Dinosauria. Oui. Non, Dinosauria, c'est une jolie série. C'est tout animé pour un homme écosse qui s'appelle David Armsby. J'ai l'honneur de connaître David à DinoCon cette année. Il est un homme sympa, mais il fait tout il seul avec Blender. C'est un programme d'animation 3D. Ouais, très impressionnant. Ouais. Et c'est vrai que cette série est pour moi aussi un coup de cœur parce qu'on est sur quelque chose qui est assez poussé scientifiquement tout en étant très coloré avec un travail d'ambiance très intéressant mais un style graphique très très abordable. Et c'est sur YouTube, il y a 2 saisons il me semble. Ouais. Mais vraiment c'est à voir si vous vous intéressez à la paléontologie. C'est vraiment une super porte d'entrée même pour les gens qui s'y connaissent très bien. J'ai encore une dernière question, mais cette question, elle est littéraire. Et on vous a demandé à chacun un coup de cœur littéraire là-dessus, parce que, voilà, on est bientôt à Noël. Peut-être qu'on a envie de s'offrir des livres sur les dinosaures. Stéphane, peux-tu nous mettre les photos des livres? Et je vais vous laisser parler les personnes qui sont concernées par celui-ci. Il me semble que c'est toi, Gaëlle. Je pense que c'était moi, ouais. J'ai beaucoup aimé en fait ce livre parce qu'il parle de tout ce qui a mené en fait à la découverte de comment les dinosaures ont disparu. Parce qu'au début on savait pas du tout que c'était dû à une météorite et quel a été tout le cheminement et toutes les découvertes. Qui nous ont menés en fait à retracer l'histoire de l'extinction. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, on avait ensuite, ça, il me semble que c'est pour toi, Joachim. Tu nous avais parlé d'un artiste. Johan Egerkrans, il est un artiste, je pense, oui, suédois en Norvège, mais oui, un artiste nordique. Et il fait beaucoup de... maintenant, pas beaucoup, mais il y a comme 5 ans, il fait beaucoup de paléo-art avec un style trop graphique, beaucoup inspiré de l'art de Kenji Tartakovsky comme Samurai Jack et les choses du Cartoon Network. Mais tout encore basé dans les nouvelles recherches, dernières recherches sur les dinosaures et autres animaux préhistoriques. C'est vraiment incroyable art. C'est pour moi le mélange parfait de art et science. Alors, on avait aussi ce livre, il me semble que c'est toi, Blandine. Oui, alors là, c'est pour les gens qui veulent s'informer sur les dernières découvertes faites sur les dinosaures. Donc, je recommande vivement Michael Benton, qui était l'un des conseillers sur la Terre des dinosaures, donc il y a très longtemps. Et il a fait énormément de recherches, très, très poussées sur les dinosaures. Et il a très très bien fait ses recherches à chaque fois. Il a une très bonne équipe reconnue à l'international et en fait il est très très bon en communication scientifique. Et donc là ce livre Les dinosaures et comment ils étaient vraiment, en fait c'est une compilation des dernières images qu'on se fait des dinosaures sur différents groupes ok, c'est ça la dernière représentation qu'on a d'eux et on n'a même plus
on utilise les paléo-artistes pour illustrer le livre, et on dit en gros, c'est des animaux tellement bien préservés, on a tellement fait de recherches dessus qu'on est sûr qu'ils ressemblaient à ça. Et c'est assez rare quand même de pouvoir dire, par exemple, il y en a un, le Sinosauropteryx, c'est un petit dinosaure chinois. Celui-là, il était rayé, il était roux et beige à rayures. Et c'est des trucs super mignons. Et en fait, donc il y a ces représentations paléo-artistiques. Et derrière, il y a toute l'histoire de la recherche en simplifié sur comment le fossile a été découvert, comment il a été étudié et par qui. Et ensuite, quelles ont été les technologies qui ont permis de découvrir ça. Donc, quel type de microscope a été utilisé, quel type d'analyse. Donc, ça permet, je dirais que c'est quelque chose qui est compréhensible. C'est un livre qui peut être lu, je ne vais pas dire à tous âges, il est graphique. Donc, pour des enfants, ça peut déjà être parlant. Mais je vais dire qu'à partir du collège-lycée, on peut déjà comprendre le contenu. Et ensuite, quand on est adulte, on peut même faire des recherches supplémentaires parce qu'à chaque fois, à la fin de chaque partie, ils citent les articles qu'ils utilisent pour supporter le propos. Donc, les ouvrages de Benton, c'est vraiment les dernières découvertes avec du contenu absolument scientifiquement correct. Donc, ça, on peut vraiment... et c'est assez abordable parce que là, c'est un livre qui fait plus de 120 pages, je crois, tout en couleur. Et il me semble qu'il coûtait pas plus de 20 €. Donc, voilà. C'est une grosse recommandation pour les fans de dinosaures. N'hésitez pas pour les fêtes de Noël. Je ne suis pas sponsorisée, mais voilà. On avait aussi celui-ci, qui est un ouvrage très connu, et il me semble que c'était toi, Gaëlle. C'est pas moi qui l'avais mis sur la liste, mais j'ai des illustrations dedans. Donc, peux-tu nous en parler? En gros, c'est un recueil de paléo-art de plusieurs artistes, pas mal d'artistes actuels dans vraiment plein de styles différents et de plein de pays différents aussi. C'est vraiment un large panel du paléo-art actuel. Et il y avait un tome 1 aussi. Ouais, voilà. Il y a 2 tomes qui sont très intéressants, très richement illustrés, avec plusieurs styles différents, et c'est toujours super intéressant. Alors ça, c'est l'autre tome. Et enfin, celui-ci. Alors là, Blandine, c'est à ton Énorme tour. coup de cœur. Franchement, ça faisait longtemps que j'attendais un truc comme ça. Joachim, tout à l'heure, parlait justement de représentation animée et tout. C'est un manga, le Sanctuaire des dinosaures. Le concept, j'ai trouvé ça génial parce que des fois, on lit des trucs sur la paléontologie, mais il manque le côté un peu storytelling, une histoire intéressante avec des protagonistes, tout ça. Et là, en fait, c'est... Et si Jurassic Park, ça s'était bien passé? Et si, il y avait des soigneurs qui s'occupaient des animaux comme de la même façon dont on s'occupe des animaux dans les zoos, en fait. On va regarder s'il est en petite santé, mais comment on peut faire? On va changer son alimentation, on va essayer d'utiliser un vaccin, un truc comme ça, mais est-ce qu'on peut sur un animal de ce type-là et tout? Et donc l'idée, voilà, c'est un parc, c'est comme Jurassic Park, mais sous forme de zoo surtout. Donc il y a pas de... je vais pas faire des spoilers, mais c'est pas... les dinosaures sortent pas pour manger des gens, c'est pas des animaux atroces et tout, c'est comme Gaëlle en parlait tout à l'heure, c'est des vrais animaux avec leur comportement propre. Et en fait, ce qui rend le truc génial, c'est qu'en fait, c'était un mangaka qui adorait les dinosaures et qui voulait absolument faire un manga là-dessus. Il n'y a pas que des dinosaures d'ailleurs, il y a aussi des reptiles marins, il y a aussi des arthropodes, tout ça. Et en fait, il a contacté un paléontologue directement en lui disant « Je veux faire un truc correct d'un point de vue scientifique. Je veux raconter l'histoire de soigneurs et des animaux, tout ça qui vivent ensemble, mais je veux vraiment que mes représentations soient les plus correctes possibles. » Du coup, lui, il a pris des libertés sur sa façon de raconter l'histoire. Mais de l'autre côté, sur chacune des cases, ils ont vraiment fait de leur mieux pour représenter les dernières découvertes scientifiques. Par exemple, il y a une image d'un dinosaure en train de dormir. Et à la fin du chapitre, donc à la fin de chaque chapitre, il y a une minute paléontologie avec le chercheur qui explique « Ah oui, on a mis ce dinosaure-là qui dormait dans cette position parce qu'on a retrouvé un fossile d'empreinte de sieste d'un dinosaure. Et donc, on savait qu'il dormait dans cette position-là. Vous imaginez un peu comme un chat
qui se met en boule comme ça. Ben voilà. Et donc ils disent, c'est pour ça qu'on l'a représenté comme ça dans le chapitre d'avant, parce qu'il y a un fossile qui parle de ça. Et pareil pour le comportement, la nidification, tout ça. Et donc je trouve ça génial parce que c'est vraiment un bon équilibre entre raconter une histoire de soigneurs qui font leur vie dans le zoo et tout, ce qui se passe avec les animaux, les interactions soigneurs-animaux, et puis ensuite tous les faits scientifiques qui sont dilués dedans, mais c'est pas lourd en fait. Donc on peut retrouver des faits scientifiques et lire une histoire passionnante. Donc gros coup de cœur parce que je trouve que c'est vraiment un bon outil de médiation scientifique et ça peut toucher tout genre de public. C'est vrai qu'il est très chouette et très abordable. Oui. Est-ce qu'on a encore d'autres Ah oui, celui-là, c'est peut-être toi, Gaëlle, non? C'est possible. J'essaie de me souvenir de quoi ça parle. C'est aussi une synthèse. C'est Steve Brussat. C'est Ouais. la synthèse de l'histoire des dinosaures, On peut du passer. développement jusqu'à l'extinction aussi. C'est ça. On peut passer. On est arrivé au bout. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse jeux vidéo parce que en entendant ce que vous m'avez dit, j'ai pensé à Paléopine. Alors moi, je suis une grosse nerd des jeux de gestion. Paléopine, qui est un jeu entre Animal Crossing, oui c'est ça, Animal Crossing et Stardew Valley, où on a des dinosaures qu'on doit capturer et ça devienne nos amis. On peut s'en servir pour cultiver des trucs et c'est vraiment très mignon. Et je sais que ce jeu-là a été pas mal recherché. Ils ont travaillé avec Natalia, une paléo-artiste. Natalia Jagielska. Oui. Natalia Jagielska. Beaucoup, qui est une paléo-artiste assez renommée, avec un style graphique très très intéressant, très coloré, qui a été justement, qui a vérifié les animaux. Quel est le mot déjà? Consultante. Elle a été consultante sur ce projet et c'est vrai que le résultat, c'est un jeu qui est déjà bien fait, très joli et en tant que paléo-nerd, en tant que personne qui travaille là-dedans, à chaque fois, j'étais super contente de tous les petits clins d'œil et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans les productions entre guillemets de dinosaures aujourd'hui, c'est tous les petits clins d'œil qu'on va pouvoir faire de c'est abordable, mais en même temps, si tu t'y connais bien, t'en as pour ton argent. Et voilà. On arrive à la fin de cette table ronde et je vous remercie d'avoir été attentifs pendant 1 heure. Bravo à vous. Maintenant, c'est à votre tour parce qu'on a un très beau bundle de spécialistes et on vous propose de faire passer un micro si jamais vous avez des questions pour lesquelles on pourrait y répondre. Est-ce qu'on a des questions dans le public ? Ah, c'est peut-être proche d'une enceinte, non? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais. 1, 2. Ah oui, ça marche mieux. Du coup, bonsoir. Moi, j'avais une question qui était plutôt orientée paléontologie, pas forcément paléo-art. Est-ce que, au même titre, en paléontologie, au même titre que dans l'archéologie, il y a des fouilles où il y a des bénévoles qui peuvent être pris dans des fouilles? Engagés Oui, dans des fouilles. souvent. C'est un système... comment dire? Le système est fait de façon un peu exploitante envers les bénévoles. Par exemple, aux États-Unis, il y a tout un business autour de ça. Il y a énormément de bénévoles qui payent des milliers de dollars pour aller travailler gratuitement. Je pense que c'est un truc qui est important à dire. Donc ça, c'est une grosse partie du business. Mais il reste quand même des initiatives, il reste quand même des fouilles. Il y a beaucoup de sites de fouilles en Europe, un peu partout en fait. Pour pouvoir accéder à des fouilles qui ne vous coûtent pas un rein, où vous pouvez vraiment y aller en bénévole, le mieux, c'est de se rapprocher de laboratoires de recherche dans les universités ou d'associations de paléontologie et de géologie. Donc ça, il suffit de taper sur Internet association de paléontologie, de géologie. En général, il y en a une par région. Et souvent, il y a des excursions de terrain donc, qui sont organisées avec des professionnels et des amateurs. Mais c'est un moyen, du coup, aussi de se faire des contacts et de pouvoir demander c'est quand la prochaine session de fouille, tout ça. Et en France, régulièrement, il y a des campagnes de fouilles sur certains sites. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que ces fouilles-là ne sont jamais rendues publiques. Ils font jamais d'appel ouvert parce qu'ils savent qu'ils vont toujours avoir des bénévoles. Donc la meilleure façon de se rapprocher d'eux, c'est de rejoindre une association qui est rattachée à une université
Et quand l'université a besoin de bénévoles, ils font un petit appel en interne avec une mailing list ou un truc comme ça en disant on recherche 15 personnes pour telle fouille. Et par exemple, il y a ça, donc pas des dinosaures, mais il y a le site classé à l'UNESCO de Messel en Allemagne, où là c'est surtout des mammifères qui sont trouvés, mais aussi des lézards, des insectes, des plantes, on trouve de tout. Où là, ils recherchent chaque année des bénévoles qui sont défrayés en partie, donc sur leurs frais de camping, d'hébergement, de déplacement, tout ça, et où il est possible de faire entre 2 semaines et 3 mois de fouilles non-stop. Donc ouais, s'il y a des gens qui ont besoin d'informations pour ça, n'hésitez pas à venir me voir après. Mais oui, donc il y a pas mal de choses. Faut pas hésiter à parler anglais, chercher en anglais si c'est possible, ça aide à trouver des opportunités. Mais faut se rapprocher des musées et des universités. C'est eux qui savent où il y a des fouilles. J'avais participé à un chantier en France, donc pas sur des dinosaures et pas sur du Mésozoïque, mais après les dinosaures. Et voilà, c'était surtout des insectes. C'était un tout petit chantier. C'était assez agréable. Et en fait, c'est juste en ayant des contacts dans des musées, en manifestant un intérêt. Voilà, ça avait duré 1 semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les chantiers dinosaures en France sont assez physiques. Voilà, il fait très chaud. Faut supporter pas mal la chaleur. Ça peut être assez physique. Mais voilà, il y a toujours moyen de trouver en étant au contact des paléontologues, des muséums et puis voilà, des associations. Donc, ouais. Et si vous devez payer pour faire du travail gratuit, n'y allez pas. Voilà, c'est juste pour vous protéger vous, parce que voilà, le milieu se sert bien trop des bénévoles. Ouais, voilà. Ne vous faites pas exploiter, il y a des possibilités gratuites. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans le public? J'ai vu des petites mains levées. Alors moi, ce serait plutôt une question, encore une fois, paléontologique, plutôt de nomenclature, parce que je vois beaucoup de gens parler de leur dinosaure préféré, et il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais ça, c'est même pas un dinosaure ». Comment on sait si notre dinosaure préféré est un dinosaure? Parce que c'est une question existentielle. Est-ce que mon dinosaure préféré, le Quetzal, est vraiment un dinosaure? Oui, le Quetzalcoatlus. Oui, Non, oui. c'est un reptile volant. Alors, je me suis pas spécialisée dans la taxonomie parce que donc la paléontologie des vertébrés, surtout des dinosaures, c'est un joyeux bazar et tout le monde y va de son petit nouveau nom de genre et d'espèce tous les 4 matins. On a un réel problème. On appelle ça les splitters, donc les gens qui split, c'est séparer, subdiviser. C'est des gens qui subdivisent les espèces, les genres, tout ça, pour pouvoir nommer le dernier dinosaure qu'ils ont découvert, qui en fait n'en est pas un nouveau, mais voilà, par ego. Donc, il y a énormément de dinosaures qui sont nommés, et puis peu de temps après, on va dire ah bah non, mais en fait, il n'est pas valide, il n'existe pas. Donc, par exemple, je vais nommer le Dakotaraptor. Le Dakotaraptor n'existe pas. La recherche qui a été faite dessus, c'est un assemblage, en fait c'est une chimère. C'est un chercheur qui est très connu, mais encore une fois il y a le problème entre le milieu de la recherche et le grand public, c'est que ces gens-là, ils parlent beaucoup dans les médias, et ensuite on peut plus reprendre ce qu'ils ont dit. Et en fait le Dakotaraptor par exemple, ça a été c'est une chimère qui a été assemblée par De Palma, qui a mis ensemble un morceau de tibia d'ornithomimosaure, un morceau d'épaule de tortue et une griffe de raptor. Et il a dit, c'est bon, nouvelle espèce Dakotaraptor. Hop, il y a certainement un raptor dans la région, mais c'est pas le Dakotaraptor, c'est pas comme il a été nommé. Mais encore une fois, ça, c'est des batailles qu'on a dans le milieu de la paléo, en interne. Tout le monde sait que c'est une fraude de Palma dans le milieu. Tout le monde dit, ah non, De Palma lit pas son truc. Mais le grand public le sait pas, parce qu'en fait, vous tapez De Palma, il est sur la BBC, sur National Geographic et tout. Donc c'est très dur à retirer ces choses-là. Donc il se peut que votre dinosaure préféré n'existe pas. Ça, vous le saurez dans 20 ans, quand ce sera accepté dans le public. Et sinon, oui, pour les noms d'espèces et la nomenclature et tout ce qui est arbre phylogénétique, donc l'arbre des familles, comme c'est une science très jeune, comme il y a beaucoup de nouvelles découvertes, comme il y a cet énorme problème de splitters dans les dinosaures, vous ne pouvez pas être sûr
à 300% qu'un dinosaure est le cousin de celui-là ou qu'il est le descendant de celui-là. En fait, ça change plusieurs fois par an. Par contre, qu'est-ce qui est un dinosaure et qu'est-ce qui n'en est pas un, c'est assez clair dans les principes. Donc, il y a les reptiles marins, donc par exemple mosasaures, ichthyosaures. Il y a les reptiles volants, où là, ça va être des ptérosaures, les azarguides, donc comme le Quetzalcoatlus. Et il y a les dinosaures qui sont séparés. Et ça, c'est avec des caractéristiques au niveau du bassin, notamment, au niveau de particularités sur la... Comment dire le body plan, L'anatomie. L'anatomie, ouais, l'anatomie générale, en fait. Et aussi des caractéristiques au niveau du crâne. Donc ça, c'est fixe, en fait. Qu'est-ce qui est un dinosaure et qu'est-ce qui n'est pas? En cas de doute, revenir à la définition sur Wikipédia de qu'est-ce qui est un dinosaure. Et regardez sur Wikipédia, tapez le nom, et si c'est mis Dinosauria, alors il fait partie des dinosaures. Si c'est autre chose, il n'en fait pas partie. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui est dans les dinosaures et que le grand public confond souvent? Qu'est-ce qui est dans les dinosaures et que les gens confondent souvent? Ah oui, bah oui, c'est vrai, oui, les oiseaux, oui, les oiseaux sont des dinosaures. Mais les dinosaures ne sont pas des lézards. Oui, ça c'est sûr, Voilà. Ouais. malgré leur nom. Ouais. Mais la réalité, c'est simplement que la nature n'est pas un magasin où tout est catégorisé simplement dans son catégorie. La nature est chaotique et nous sommes simplement du singe sans cheveux qui essayait de catégoriser tout clairement, mais la réalité c'est que non, ça c'est pas impossible. On a ce besoin en tant qu'humain de tout étiqueter et je pense que c'est pour ça que ça change aussi souvent et que des gens s'écharpent là-dessus. J'ai vu une autre main levée. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question plutôt artistique. Sur quelle taille de production interviennent des paléo-artistes? Est-ce qu'on est plutôt sur des grosses productions, des petites productions, toute taille? De tout, hein. Oui. Plus des petites que des grosses, parce qu'il y a forcément plus de petites productions que de grosses qui sont faites, même si c'est plus les grosses qui font parler. Mais Si je peux parler d'un autre milieu qui va être celui de l'édition, quand on fait des ouvrages sur les dinosaures, sur l'histoire de la Terre, ce qui est mon travail, bon, on est sur des petites productions, mais on a quand même une sorte de devoir de faire correctement les choses, parce que sinon on se retrouve toujours avec des T-Rex rouges à 3 doigts. Donc c'est très variable, ça peut aller de projets très très artistiques à des turbo-grosses productions comme Préhistorique Planète, à des livres, des magazines. C'est très variable, et puis même ça se décline sous plein de formes, même des bijoux, des vêtements, des tas de choses, comme vous pourrez le voir demain au Dit Noël. Est-ce qu'on avait... ça répond à la question. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question pareil, plus axée sur le paléo-art. Est-ce que ça vous arrive, vous ou alors d'autres personnes qui ont déjà travaillé avec des paléontologues, notamment sur une publication où il faut une illustration d'un dinosaure, que parfois la paléo frustre l'artiste, dans le sens, par exemple, vous avez parlé de Psittacosaurus ou alors de Psittacosaurus, dont on a retrouvé une momie qui permet justement on va dire, de connaître la couleur. Est-ce que parfois ça peut frustrer l'artiste qui est en vous en se disant, ce dinosaure, on est sûr de sa couleur maintenant, donc on va dire c'est une partie artistique qui se ferme puisqu'on a moins de liberté. En sens, imaginons un paléo-artiste qui adorait représenter Psittacosaurus, je sais pas, en violet, et bien maintenant il ne peut plus parce que ce n'est plus scientifiquement correct. Ou alors, par exemple, s'il travaille avec un paléontologue pour une publication, il va vouloir l'artiste qui est en vous va vouloir représenter le dinosaure d'une certaine façon, mais le paléontologue va vous dire ah non, ça je préfère pas, je préfère que ça soit d'une certaine manière. Et du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des moments de friction entre le côté paléo et artiste, en fait? Moi, je peux répondre parce que c'est le genre de choses qui peut m'arriver aussi. Et
pour moi, même si on a une porte qui s'est fermée sur une couleur, où j'adore les T-Rex plumeux et dodus. J'aime ça. C'est pas grave parce qu'en fait, on va avoir d'autres libertés ailleurs. Et le but du paléo art, pour moi, c'est de suivre ce que les spécialistes et les scientifiques vont dire. Donc, sinon, c'est pas du paléo art. Et c'est dans quoi je m'engage quand je vais faire des illustrations. Et je trouve qu'on a une richesse un peu partout. On l'a vu sur certaines productions où on a différents styles. On a cette richesse graphique-là. Et si désormais le T-Rex, il a plus de plumes, ou si jamais tel animal désormais il est orange rayé, ce sera comme ça et on trouvera une autre palette pour l'accompagner, pour que l'environnement soit bien. Donc pour moi, je trouve pas ça trop frustrant. C'est parfois très frustrant quand on a eu des images en tête et qu'on peut plus les représenter. Voilà, je pense à des environnements neigeux qui sont pas possibles, ou alors on a passé du temps à représenter un animal d'une manière et en fait, non, c'est pas ça. Spinosaure qui a beaucoup changé, qui fait que changer, qui est une bataille dans le milieu. Voilà, on se disait, cette représentation, je l'aime bien, elle est très chouette, et en fait, non, on peut plus. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, c'est pas du paléo art. Il y aura toujours de quoi s'éclater artistiquement sur autre chose, rien que sur l'environnement, la position, les effets de lumière. Il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on aura le temps pour une dernière question. Est-ce qu'on a une dernière question à poser à nos spécialistes ? Deuxième question, du coup. Là, ça concerne plus le paléo art d'un point de vue lucratif. Donc, que je retrouve le fil de ma pensée, sinon ça sera trop décousu. Oui, je fais la sculpture 3D. J'avais pour projet plus tard de me lancer dans l'impression 3D de figurines de dinosaures. Et je me posais la question, en fait, en termes de droits. Est-ce que les dinosaures appartiennent au domaine public, ou est-ce qu'il faut des droits, justement, pour les représenter et en tirer quelque chose, en tirer des bénéfices ? Alors, je sais que certains musées diffusent les squelettes qui peuvent servir de base. Et ça, c'est une bonne question de à qui appartiennent les recherches, en fait. Moi, j'estime que les recherches sont disponibles pour tout le monde. C'est pas mais on ne doit pas tomber dans le plagiat. À partir du moment où il y a une nouvelle recherche, un nouveau papier qui sort, ça va influencer le travail de tout le monde. Est-ce que c'est du plagiat à ce moment-là ou pas ? Pour ce qui va être des bases pour des figurines, il y a beaucoup d'artistes qui vont faire des figurines, dont Grédigna qui sera au Dinoël demain. Et là, ça pourrait être une question intéressante à lui poser. Je pense qu'on peut utiliser les données des musées, ça doit être décrit dans les droits, mais de toute façon, les recherches sont libres de droit et ont pour but d'être exploitées par d'autres scientifiques, d'autres spécialistes et des artistes. C'est là qu'on a un problème dans l'utilisation de fonds publics et de la limitation de l'accès aux ressources pour le grand public. Par rapport au scan 3D, j'ai un peu grincé des dents quand tu as dit ça, parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui se lancent dans l'impression 3D. Et il y a 3-4 ans, ça valait vraiment le coup, parce que les gens gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent, parce qu'il y en avait peu qui le faisaient, parce qu'il fallait un super setup qui coûterait très, très cher. Mais maintenant, tu peux faire des scans avec ton téléphone. Donc, avant, il fallait une machine super spéciale pour faire un scan et tout, pour obtenir tes modèles 3D. Donc, tu allais dans un musée, tu faisais ton scan, hop, tu l'imprimais chez toi, tu étais tranquille. Maintenant, mais le scanner, il coûtait plusieurs milliers d'euros. Maintenant, tu peux le faire avec un téléphone, avec une appli gratuite. Donc ça a vraiment diminué les coûts, et c'est pour ça que plein de gens s'y sont mis. Il y a plein de particuliers qui ont une imprimante 3D à la maison. Donc ça, c'est pareil, ça vaut un peu moins le coup au niveau business, on va dire. Et ensuite, par rapport aux droits, donc c'est là que ça devient problématique, c'est qu'en fait, dans des musées, y compris publics, en fonction des musées, chaque musée a ses règles qui sont présentées aux visiteurs. Et donc, il y a des musées qui commencent à se positionner sur les questions de droit d'image, parce qu'ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire derrière. Et c'est pas eux qui saisissent cette ressource, parce qu'en fait, eux, ils font pas de scan qui vendent, ils font pas d'impression qui vendent eux-mêmes, mais ils se disent, oh, il y a des autres personnes qui se font de l'argent là-dessus. Donc, ils font rentrer les scans et les productions 3D qui en découlent dans leur copyright et dans leur droit à l'image. Donc, si un jour tu veux faire un scan, une copie de n'importe quel objet dans un musée, il faut que tu regardes si dans leur copyright, tu as la permission de faire de la captation d'images. Et tu dois aussi souvent demander la permission de pouvoir ensuite en produire des modèles et de les vendre. Il n'y a pas de base légale là-dessus. Il n'y a pas encore eu un gros procès où un musée a poursuivi en justice quelqu'un.
Il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas pu démontrer des copyrights sur un fossile, c'est un caillou. Enfin, ils l'ont pas créé en fait. Mais c'est très très compliqué. Et ensuite, du coup, il y a ces personnes qui mettent leurs modèles sur Internet, libre d'accès, tout ça. Les musées aussi. Il y a des musées qui mettent libre d'accès en disant vous pouvez consulter, mais pas imprimer. Après, si tu le fais pour toi, chez toi, c'est pas un problème. Si tu le fais à grande échelle, ils pourraient essayer de te poursuivre en justice, mais il faut que ce soit eux les propriétaires originels de l'objet. Et encore une fois, les questions de copyright sont compliquées. Donc pour l'instant, il y a un trou légal là-dessus. Voilà. Et donc niveau revenu d'argent, financièrement, ça vaut beaucoup moins le coup maintenant qu'avant. Parce que n'importe qui, avec son imprimante, peut choisir un modèle sur Internet et l'imprimer chez soi. En l'occurrence, c'est pas forcément du scan dont je parlais, mais de la sculpture 3D. Donc faire soi-même le modèle et là le reproduire. C'était aussi ça, de ce point de vue-là, pour les droits d'auteur. Ah bah si c'est ça, si c'est toi qui le sculpte, c'est à toi. C'est à toi. Il faut juste faire attention de te protéger toi, du coup, parce qu'il y a pas mal de créateurs qui se sont fait voler leur modèle. Et là, les copyrights appartiennent à toi, c'est ta production artistique, en fait. Mais pour les protéger, ça, c'est aussi compliqué. Merci. Je vous remercie pour toutes ces bonnes questions qui ont été très enrichissantes. Nous allons clore la table ronde. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous étiez un super public. Voilà, c'est la première fois que je dis ça et je le pense sincèrement. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. C'était un plaisir de vous avoir. On va vous encourager à vous diriger vers le buffet et à regarder notre exposition des artistes du 10 Noël. Et si ça vous intéresse, on a aussi notre artbook de cette édition du 10 Noël avec nos artistes qui ont participé. Donc on a notamment Gaël et Joachim. Voilà, donc c'est un calendrier qui est à vendre ce soir, mais qui sera aussi à vendre demain et dimanche au Café Les Compotes. 10h, 18h samedi, 10h, 17h dimanche, avec 13 artistes de qualité supérieure, des ateliers super, dont certains sont encore ouverts. Et voilà, et on espère vous y revoir. Et merci à tous d'avoir été attentifs.